Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit. Ici DVD Pro Catch slash Mister Review. Alors, la vidéo auquel on va s'attaquer aujourd'hui, c'est bien sûr encore un show de la WWE, d'un PPV-PLE cette fois-ci, nommé WWE Bad Blood. Oui, après plus de 20 ans d'absence pour ce show a finalement enfin renaître de ses cendres. Mais j'imagine peut-être pour un soir, parce que je pense que ça va pas être euh, mettre ce show dans un calendrier à venir. Je sais pas comment dire, mais il a fait son retour, c'est ça le plus important et le principal dans tout ça. Est-ce que c'est un meilleur show ou non? Ça, c'est une bonne question. Ça, j'ai pas mon avis là-dessus. Peut-être que si jamais il y en a qui me diront oui, c'est un bon show, je vous répondrai ah bah d'accord, si c'est un bon show, bah, pour vous, bah, c'est peut-être un bon show pour moi. Parce que là, je regardais attentivement, très patient, voir de ce qui allait dérouler. Et, euh, et j'ai pas d'avis là-dessus. J'ai vraiment pas d'avis là-dessus. Tout ce que je sais, ben, je m'attaque au guest host de ce show. Parce que c'est le commencement de l'ouverture du show avec Jet Cargill, Bianca Belair et Naomi qui font monter la sauce. Et on verra aussi par la suite qu'on va les voir même en coulisses, en train de faire la fête, avec la plupart des lutteurs en coulisses. Ce qui est arrivé à deux ou trois reprises à filmer en coulisses. En général, je mets pas forcément trop d'importance à ce genre de segment parce que je trouvais que c'était parfois peu intéressant, voire un peu niais, parce que je trouvais qu'il y avait mieux que ça. Mais bon, ce n'est pas grave, je m'égare un peu. J'ai regardé la carte du show et il y avait que 5 matchs. Donc oui, ce n'est pas beaucoup et que c'est terminé bien sûr le temps où il y avait de nombreux matchs. Ça peut aller jusqu'à 8, 9, voire 10, 12 en termes de matchs. Mais maintenant, vu comment ils ont préféré faire mettre 5 matchs dans un PPV PLE pour leur laisser un peu plus de temps pour, pour faire sûrement kiffer les fans ou alors plutôt pour se libérer créativement. Ça, c'est peut-être un autre débat. Et en parlant de tout ça, ben, il y avait aussi des invités, que ce soit des anciens lutteurs ou des personnalités hors catch. Dans la personnalité du catch, bien sûr, il y avait les légendes, il y avait Tully Blanchard, Arn Anderson, X-Pac, il y avait Jacqueline, Booker T et l'annonceuse Liliane Garcia. Après, par la suite, il y avait DDP, Mickey James et Scott Steiner. Il y en avait d'autres, hein, mais en personnalité hors catch, je sais qu'il y avait le groupe Migos, mais sinon le reste, ça me dit rien du tout, malheureusement. Et auquel je préfère même pas trop apporter d'importance à ça, vu comment c'est plutôt au match qui m'intéresse. Le premier match du show, ça va peut-être vous surprendre, mais je pense que celui-là aurait dû être dans le main event. Et ça, c'est mon avis. J'espère que vous partagez peut-être mon avis. Et si vous êtes d'accord avec moi que ça aurait dû être dans le main event, c'est l'une des meilleures rivalités actuelles et auquel j'avais dit que j'avais eu ma dose de voir ce match-là. Mais j'aurais dû préciser que c'était quand même l'une des meilleures rivalités euh, de l'année 2024. Donc en gros, CM Punk contre Drew McIntyre dans un Hell in a Cell match. Donc l'enfer en cellule, auquel ça aurait dû être le main event. Je vous le dis, je le maintiens, ça aurait dû être dans le main event. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais dans les trois shows de Bad Blood auxquels on avait eu auparavant, même si j'avais pas fort connu cette période-là, de l'année 97, on a eu In Your House Bad Blood. Le main event, c'était Shawn Michaels Undertaker dans un Hell in a Cell match, qui était le premier match Hell in a Cell de l'histoire. Ensuite,
En 2003, on a eu un Hell in a Cell match entre Triple H et Kevin Nash. Donc je n'ai rien à prendre dessus. Et en 2004, eh ben, encore un match Hell in a Cell en main event entre Triple H encore contre Shawn Michaels. Et après, par la suite, ça s'est arrêté. Et là, pour la première fois de l'histoire, ben, ce match qui aurait dû être le main event se retrouve dans l'opener. Je sais pas pour vous, mais pour moi, c'est un peu un problème et une erreur de booking. Parce que au niveau du show, des erreurs de booking, je pense que j'en vois quasiment tous les jours, que ce soit du côté de Raw, du côté de SmackDown, même du côté d'NXT. Eh ben, ça arrive même dans un pay-per-view et auquel je me dis, ah, le booking est pas top. Le booking, faudrait vraiment faire un effort là-dessus, prendre des risques inconsidérés et savoir surprendre les fans. Mais là, quand tu mets ce genre de match en opener, c'est téléphoné, c'est trop téléphoné. Et quand j'avais dit que en termes de rivalité entre Drew McIntyre et Punk, j'en avais eu un peu ma dose, en vrai, j'ai dit que j'avais changé, vu comment ça m'intéressait cette fois-ci. Terminer un peu les guignoleries, maintenant, ça venait du sérieux. Dans le contexte, vous saviez que les deux se cherchent depuis des mois après la blessure de CM Punk. Et bien sûr, ben, Drew voulait profiter de son moment à WrestleMania, mais Punk lui a quasiment coûté, coûté son moment de gloire, car il avait perdu le titre. Ensuite, ça a commencé du côté de Glasgow en Écosse, à Clash at the Castle, à Money in the Bank au Canada. Et par la suite, eh ben, ils se sont affrontés au SummerSlam, Bash in Berlin en Allemagne, et maintenant à Bad Blood. Donc, on a eu la partie 1, la partie 2, et maintenant on a la partie 3 du match entre CM Punk et Drew McIntyre. Et là, je peux dire c'était l'une des meilleures rivalités de l'année 2024. Toute rivalité confondue, que ce soit au niveau de la Bloodline, au niveau du Judgment Day, ce n'est rien comparé à ce match-là et cette rivalité-là. Parce que cette rivalité-là sort vraiment du lourd. Bon, après, c'est mon avis personnel, je l'ai dit, et il fallait que je sois honnête. Est-ce que dans ce match a été très sanglant, ou alors est-ce que tout le reste du show a été sanglante? Ça, c'est la question auquel je pourrais vous dire. Mais tout ce que je sais dans cet opener qui est un peu une erreur, ce match a été très sanglant. Vu comment les deux se sont mis sur la gueule, ils se sont réellement mis sur la gueule, vu comment ils voulaient offrir ce que les fans attendent de eux, de la violence, que de la violence. Et c'est ce qu'on a eu. C'est ce qu'on a vraiment eu. On a eu même des armes à gogo, bon après les plus classiques, les tables, les chaises, escalier en acier, tout ça c'est pas très original, mais voilà bon. Même les kendo c'est pas très original, mais ça fait quand même le taf. Jusqu'à ce qu'il y a des armes introduites dans le match. Euh, une boîte à outils avec des outils à l'intérieur. Il y avait pas mal de clés, une chaîne. Je crois même peut-être qu'il y avait un tournevis, mais ça je pense que ça vaut pas la peine peut-être d'être cité vu comment ils l'ont pas utilisé ce tournevis, pardonnez-moi. Ils ont uniquement utilisé une clé pour se mettre sur le front comme si ça servait à s'ouvrir le front avec. Et forcément, c'est ce qu'ils ont fait, ils ont utilisé jusqu'à ce que Drew McIntyre prend le dessus et qu'il envoie valser CM Punk dans la cage qui lui fait ouvrir du front. Donc on a eu le premier sang qui a été versé dans ce show. Et après un peu plus tard, bien sûr il y a pas mal de spots, hein, pas mal de prises auxquelles les deux ils ont échangé. Vraiment c'est que des échanges de prises après des échanges de prises. CM Punk tentait le sharpshooter auquel McIntyre le fait piquer le dos violemment avec une clé. Ensuite, quand il part à l'extérieur, CM Punk prend la caisse à outils et envoie sur la face de Drew McIntyre, qui le fait saigner également, le faire saigner abondamment. Donc les deux sont en sang, ils vont se mutuer, mutiler mutuellement
Et c'est ce qu'on a eu. C'est ce qu'on a eu, vu comment on a eu que de la brawl, que de la destruction sur destruction. Euh, Ensuite, si je me trompe pas, il y a eu des spots sur la table. Et à un moment donné, Drew va chercher euh, une partie des escaliers en acier pour frapper Punk avec, auquel bah, Punk il ne sait pas protéger la tête, mais du fait qu'il n'a rien, c'est le principal, au niveau mental. Ensuite, peut-être que je pourrais peut-être passer au climax vu comment il y a tellement trop de choses à dire et auquel ben, j'ai pas envie que ça soit quasiment 1 heure ou 2 heures. Enfin, je sais que vous avez l'habitude de voir des vidéos plus longues, mais là, j'essaie de le faire court, même si c'est compliqué pour moi vu comment je ne fais que blablater. Bon, pendant le climax, il veut que CM Punk, enfin que Drew McIntyre dit à CM Punk que c'est terminé pour lui, qu'il va le démolir. Et d'ailleurs, pour te faire plaisir, tu vois dans ce sac, non, ce n'est pas des punaises, mais des milliers de perles blancs et rouges qui causent un peu ton peut-être ta potentielle défaite. Vu comment l'histoire des perles, certes, Drew McIntyre avait cassé euh, un bracelet en perles qu'un fan lui avait donné. Et bien sûr, pour CM Punk, c'était symbolique, vu comment il y avait le nom de sa femme et de son chien. Et qui lui avait fait bouffer par la bouche et que ça lui a provoqué une hémorragie au niveau de la gorge. Eh bien, il a voulu tenter le couvercle, même si CM Punk, un premier temps, voulait fracasser le crâne à coup de clé, pas un coup de clé à molette, mais plutôt un coup de clé sur la tête de Drew, mais auquel il fait un shot. Mais là, cette fois-ci, c'est CM Punk qui le fait un shot sur Drew McIntyre, et que par la suite, il va prendre une chaîne, il va l'entourer autour de sa jambe, et il prend des morceaux de perles et il va le mettre dans la bouche de Drew McIntyre pour le faire provoquer une hémorragie avec, ou plutôt pour le faire étouffer, avant d'asséner un JTS. Parce qu'il faut savoir, dans le show, enfin dans le match, il y a eu que des prises à gogo, des go to sleep, des Anaconda Vice, avec des retournements de situation, des Claymore Kick, tentative de futur choc d'IDT. Mais là, CM Punk, il fait son JTS pour la victoire. Donc après plus d'un match très sanglante, ça se termine ainsi. J'espère que ça se termine cette rivalité et que CM Punk, pour la deuxième fois, ressort vainqueur. Quelle est la suite pour les deux hommes? Pour l'instant, je n'ai pas la réponse. Mais ça a été un très bon match et encore une nouvelle fois, grave erreur de la WWE de l'avoir mis en opener. Ça aurait pu être dans le main event. Et s'il n'est pas dans le main event, bah, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Et pour ça, bah, victoire de CM Punk. Je passe à la suite. Et la suite, si je ne me trompe pas, c'est un match féminin pour le titre de féminin de la WWE, je crois. Oui, oui, je viens de remater sur la carte. Donc entre Nia Jax contre Bayley. Ce match-là, il était déjà présent dans SummerSlam et auquel j'ai pas grand-chose à dire à part que qu'il y a eu des moments de surprise dans ce match-là. Quelques petits moments de surprise auxquels j'avais vu passer. Et tout le point central de cette rivalité, ben, c'est avec Tiffany Stratton, vu comment Stratton a la mallette de Miss Money the Bank personnalisée en mode Barbie, et auquel elle pourrait peut-être l'utiliser à tout moment, soit pour l'utiliser sur Nia Jax si elle reste toujours championne, même si ça pourrait être compliqué, ou alors soit sur Bayley si elle parvient à devenir championne. Donc on dirait que ce point central de cette rivalité mise autour de la manette Money the Bank. Dans le point du match, pourtant j'en avais rien à battre, plutôt à battre, jusqu'à ce qu'il y avait des surprises auxquelles il y avait eu. Par exemple, je me rappelle que Nia Jax avait sorti un genre de Hurricanrana alors que Bayley était prêt à la soulever, mais elle lui a fait un Hurricanrana, certes pas très bien exécuté, mais elle a tenté. Donc pour ça, je peux dire bah,
bah, c'est quelque chose d'assez inédit sur Nia Jax, et auquel c'est pas mal, vraiment pas mal. Un peu botché, mais pas mal. Ensuite, elle a voulu utiliser la prise de Bailey, le Bailey to Bailey, mais ça n'a pas passé. Même si à chaque fois, Bailey essaie de surprendre son monde en essayant de soulever Nia Jax tant qu'elle peut. C'est ce qu'elle a tenté, mais ce qui n'a pas fait son effet. Un powerbomb sur l'escalier en acier. Ensuite, quand Bailey reprend l'avantage et qu'elle était prête à en finir avec Nia Jax, avec un ultime Bailey to Bailey du haut de la troisième corde, je crois. Eh ben, au moment du dégagement, eh ben, Nia Jax envoie Bailey sur Madame l'arbitre, et auquel l'arbitre euh, vendait sa douleur, ce qui est respectable. Mais par la suite, Bailey lui fout un coup de pied dans la tempe, que ça le fait sonner la tête à Nia Jax, et qu'elle s'écroule sur l'arbitre qui commence à avoir mal suite à la pression du poids de Nia Jax sur elle. Donc l'arbitre est KO, et que Bailey tente ses fameuses manœuvres pour en venir à bout de l'arène, mais l'arbitre est trop, on va dire, trop endolori pour essayer de continuer de tomber. Ça provoque l'arrivée de Tiffany Stratton, qui voulait bah, taper avec la mallette sur Bailey, mais sauf que c'est Bailey qui tape Tiffany Stratton et qui l'éloigne des rings. Mais sauf qu'elle lâche pas l'affaire, et au moment où elle a la mallette, là elle a la possibilité de mettre sa mallette en jeu sur Nia Jax, mais Nia Jax comme une personne auquel elle veut pas donner la chance aux autres, ou alors comme une reine trop effrayante qui traumatise ses sujets, on serait bien en disant: qu'est-ce que tu voulais faire? Tu voulais cacher ta mallette sur moi, c'est ça? Et bien sûr, elle dit: non, 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 je te jure, je voulais pas cacher. Non, je te crois pas. Je te crois pas. Bref, que de trucs à dire, si ce n'est que Bailey a tenté de surprendre, mais c'est la reine qui en vient à bout de Bailey, car elle le bat avec un banzai drop. Après la question: est-ce que c'est la fin de ce duo entre Nia Jax et Tiffany Stratton? Il y en a qui disent que oui, possiblement, mais quelque part, je ne pense pas. Vraiment, je ne pense pas. Victoire de Nia Jax, qu'elle conserve son titre, et j'ai rien à dire là-dessus. Vraiment, j'ai rien à dire. Donc, match numéro 3, qui est encore un match simple. Damien Priest contre Finn Balor. J'ai j'ai un peu du mal à m'investir dans cette rivalité envers le Judgment Day, hein. Même entre les anciens Judgment Day et les Judgment Day actuels, j'ai du mal, hein. J'ai du mal. Maintenant, je commence à avoir du mal, hein, parce que avant, ce n'était pas le cas, parce que je voulais être bon public, mais je j'étais pas investi malheureusement. Tout tourne autour d'une amitié brisée auquel les deux ils étaient frères. Faudrait qu'ils arrêtent d'utiliser tout le temps le terme frère, parce que à force d'entendre ouais, on était des frères, tout ça, j'ai envie de dire: pourquoi vous avez que ça à la bouche? On dirait que vous vous inspirez beaucoup des frères auxquels ils ont réellement été frères dans la vraie vie, dans une équipe, ou encore des amis qui se considèrent comme des frères vu comment ils étaient inséparables. Mais là, à chaque fois, constamment, c'est un peu redondant, je trouve. C'est un peu redondant. Bon, après, c'est uniquement mon avis, hein. Vous avez le droit d'être d'accord ou pas, mais c'est un peu redondant. Même si dans ce genre de match, je m'étais pas investi, mais je voulais voir le vainqueur remporter. Donc, à savoir le Babyface. Donc, certes, ils ont sorti des prises entre Balor et Damien Priest, mais c'est tout. C'est tout. Mais moi, je voyais que Damien Priest qui voulait se venger de la trahison de son ancien pote, de son ancien homme de main, et auquel il veut essayer tant bien que mal de le remettre à sa place. Moi, c'est ce que je vois. Donc, on a eu des échanges, que ce soit de Finn et de Damien. Mais à l'instar de la Bloodline, eh bien sûr, Finn Balor ne peut pas s'en passer du Judgment Day pour l'aider à sa place. Parce qu'il y avait Carlito et JD McDonough.
comme d'habitude. Donc tentative de distraction qui a failli prendre ses fruits, mais auquel ben, il fait son fameux jump root drop kick. Le coup de grâce dans le dos, d'ailleurs c'est 2 fois dans le dos sur Damien Priest, jusqu'à ce qu'il fait encore une troisième, mais cette fois-ci ça va se retourner contre lui, vu comment Damien Priest l'attrape par la gorge et qu'il fait son Son of Evil Shockslam pour battre le prince. Donc victoire de Damien Priest. Est-ce que c'est réellement la fin de, de cette rivalité? Parce que moi ça m'intrigue pas. Ça m'intrigue pas parce que je trouve ça complètement... ouais, on peut dire emmerdant, chiant, tout le temps voir la même chose. J'en peux plus. J'en peux plus. Et je crois que malheureusement, ils vont encore refaire comme d'hab. Et vous allez voir, même avec Rhea Ripley et Liv Morgan, ça va être pareil. Là, on peut dire que j'ai ma dose. Là, j'ai clairement ma dose. Parce que j'avais dit ça de manière maladroite, un peu taquin envers Punk et McIntyre. Mais là, j'en ai ma claque. J'en ai un peu ma claque de cette rivalité. Mais du fait que Damien Priest a battu Finn Balor et auquel il veut tourner une page pour d'autres horizons, voilà. Why not? Après, si c'est Finn Balor qui s'est pas changé de, de sujet et auquel il ne fait que perdre dans une rivalité importante, bah, c'est un peu con. Un peu vraiment con, j'ai envie de dire. J'ai vraiment perdu de sa superbe à Finn Balor. Hein. J'ai clairement perdu le Finn Balor d'avant. Je tenais à vous le dire. Vu comment bah, Finn Balor, certes, il est méchant, méchant. Il essaye d'être minimum cool. Mais j'aime pas cette version de Finn Balor, malheureusement. Je, je l'adore en tant que catcheur, mais je n'aime pas cette version-là. Et voilà quoi. Mais voilà. Au moins, victoire de Damien Priest, tant mieux pour lui. Et je passe au suivant. D'abord, le suivant, c'est un segment. Et le segment, ben, c'est autour ben, de Triple H, qui, qui est là pour se faire popper au niveau de la foule, mais aussi pour introduire un titre, oui, quasiment un nouveau titre, et auquel il dit que on est dans une nouvelle ère et que il va inclure ben, le WWE Championship Crown Jewel, où, où celui qui remporte ce genre de titre en forme de trophée obtient un match de championnat mondial, que ce soit pour les hommes ou les femmes, et que les titres auxquels on aura dans ce show précédemment ne seront pas en jeu. Donc tous les titres ne sont pas en jeu, ce qui est un peu bête. Mais bon, donc il nous présente le titre. Alors, à première vue, je peux dire, oui, le titre est belle, mais, mais que ça va se dérouler à Crown Jewel, non, non. Je, je suis pas fan. À vrai dire, je suis pas vraiment fan. Bon, après, je comprends leurs moyens à la WWE de se faire un maximum de thunes, parce que de toute façon, ils ne font que ça, de toute façon, un maximum de thunes, thunes, thunes. Et que, au lieu de penser à la thune, ils devraient un peu penser aux fans, selon moi. Qu'est-ce que vous voulez maintenant? On doit accepter telle qu'elle est. On doit accepter les choix avec un peu de défaut. Et auquel, ben, moi, ça m'intrigue pas vraiment. Parce que de toute façon, même si c'est un titre qui est magnifique mais qui n'a pas de valeur, obtient un match de championnat, ça me passe au-dessus de la tête. Ça me passe au-dessus de la tête. Mais bon, la musique de Gunther retentit et il fait son fameux speech en tant que grand méchant méchant qu'il est, jusqu'à ce qu'il s'adresse bien sûr à Goldberg, qui était présent, qui était au premier rang où est-ce qu'il y a du niveau des commentateurs, et qu'il est accompagné par sa famille, donc sa femme et son fils Cage Goldberg, et auquel, ben, bien sûr, Gunther déclare que il disait à Bret Hart que c'était son idole de jeunesse quand il était jeune, mais en vérité, bien sûr, c'était un mensonge, vu comment il a fait ça uniquement pour énerver Bret Hart, et maintenant il veut faire de même avec Goldberg. Un truc que Goldberg se dit
ok, il veut me provoquer, je sens qu'il veut me provoquer, eh ben, t'en fais pas, tu me provoqueras pas longtemps parce que je vais venir à toi. Donc, bien sûr, Goldberg, il arrive, il veut lui rentrer dedans à, à Gunther, mais il est retenu par la sécurité. Donc, si j'ai bien compris, et si vous avez peut-être bien compris, non seulement Gunther provoque Goldberg pour non seulement peut-être avoir un match à Crown Jewel, tout en délaissant sa rivalité face à Sami Zayn. Parce que vu comment les raisons pourquoi il ne veut pas affronter Sami Zayn, c'est parce que tout simplement euh, il était dégoûté d'avoir perdu son titre devant sa famille qui avait fait le déplacement à WrestleMania 40 et que ils étaient déçus de voir que Gunther a perdu face à un ragard de seconde zone, un SDF, un bûcheron, un clochard, un minable, ce que vous voulez. Eh ben ils étaient déçus de voir Gunther perdre face à lui. Et du coup, ben, c'est un peu les raisons pourquoi il ne veut pas affronter Sami Zayn. Et pourtant, Sami Zayn a réussi quand même à provoquer la colère de Gunther en acceptant un match. Donc en mentionnant sa famille et en disant qu'il n'a pas le courage. Et pourtant, dans ce show auquel il provoquait Goldberg, eh ben, Sami, il arrive pour foutre ben, une rouston à Gunther suite à l'agression qu'il y avait eu à Raw. Donc il veut se venger, il veut lui faire du sale, comme on pourrait dire. Mais sinon sans plus. Si ce n'est que à Crown Jewel, on va voir Gunther contre Goldberg. Et pourquoi ce match aura lieu? Ben, tout simplement parce que Goldberg, il adore l'argent. C'est ça le truc, ils adorent l'argent. Donc forcément, quitte à combattre dans un show auquel le pays est plein aux as, pourquoi pas? Qu'est-ce que c'est déplorable. Qu'est-ce que c'est déplorable. Ah bon, je préfère passer. D'abord, je coupe un peu pour m'hydrater un peu. Donc à tout de suite. Donc, je poursuis. Plus que deux matchs après, c'est terminé. Le match numéro 4, c'est Rhea Ripley contre Liv Morgan. Dans un match pour le titre féminin du monde de la WWE. Avec Dominique Mysterio, qui est suspendu au-dessus d'une cage à requins. Donc, auquel il ne peut pas logiquement s'échapper. Je dis bien logiquement. Auquel, au passage, Rhea Ripley nous a montré ben, les papiers cul de Dom Dom. Oui, apparemment ça existait, et moi j'étais persuadé que c'était du troll. Finalement, ça a réellement existé. Les papiers toilettes à l'effigie de Dominique Mysterio. Donc, c'est-à-dire, vous voulez du papier cul Dom Dom, vous pouvez l'acheter, retourner chez vous, soit vous pouvez moucher avec, ou plutôt bah, aller aux toilettes pour vous essuyer les fesses avec. Et pour ceux qui adorent peut-être la masse-masse, en termes de faire l'amour solitairement, bah vous utilisez dans votre entrejambe, et voilà quoi. Ça c'est au passage, mais on sait jamais, on sait jamais. Donc elle nous montre les papiers cul, et bien sûr, c'est un petit placement de produit, un peu, je sais pas comment on pourrait dire, ah j'ai pas le terme, mais un peu du troll, non c'est pas ça, mais enfin oui, quelque part c'est un troll. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je dise? J'ai pas les mots, j'ai clairement pas les mots. Si ce n'est que Dom rentre dans la cage à requins et qui fait genre qu'il a peur quand la cage monte plus haut. Ça montre clairement bien le personnage qui est Dom Dom, un personnage pouilleux, qui a peur du vide, qui a peur de tout, qui a peur de se faire casser la gueule alors que c'est exactement le cas. Donc logiquement dans le match il peut pas intervenir. Entre les deux femmes, bien sûr, elles vont s'envoyer des coups et des prises mutuellement. Pourtant, ça aussi, hein, ça commence à me sortir du nez, hein, cette rivalité, et auquel ben, j'ai l'impression que le règne de Liv Morgan ben, tourne autour de sa rivalité avec Rhea Ripley. Alors que selon moi, elle devrait visiter d'autres horizons. Mais bon, les deux femmes,
Et les bookers ne peuvent pas s'empêcher. Donc bien sûr, on a eu des bonnes choses, hein, c'est pas ça le souci. Hein. On a eu des bonnes choses. Ça, c'est un truc positif. Mais après, quand Rhea est en phase de domination et qu'elle voulait et qu'elle était prête à battre Liv Morgan, je sais pas comment il a fait Dom Dom, mais je crois qu'il a trouvé un truc pour sortir de la cage. Est-ce qu'il a eu une double clé? C'est possible. Et au passage, pendant l'entrée de Liv Morgan et Dom Dom, ils ont fait leur entrée en lowrider. Donc, on vous allez dire encore un hommage à Eddie Guerrero. À ce stade-là, j'appellerais pas ça un hommage à Eddie Guerrero. Parce que maintenant, je commence vraiment à voir ça d'un autre œil. Hein. Et c'est pas un œil bienveillant, c'est plutôt un œil plutôt malveillant. Hein. J'ai l'impression de voir des gens qui profitent sur la notoriété et le succès d'Eddie d'antan. Et auquel je me dis, mais pourquoi la WWE vous faites ça? Pourquoi Ray et Dom font ça? C'est à force de rendre hommage à chaque match et même si c'est une rivalité plutôt fat, c'est non, je suis pas d'accord quoi. Je suis pas d'accord. Laissez Eddie tranquille, laissez-le au paradis, laissez-le son histoire comme elle était auparavant, mais vu comment vous ne pouvez pas vous empêcher de faire ça, vous disiez bien sûr c'est ce que Eddie aurait voulu, euh, parce que Eddie Guerrero est toujours dans l'équation, finalement son âme et son esprit rôdent toujours dans les coins de WWE. Oh là là. Pourtant, je suis pas le premier. Hein. Quelques fans en ligne le disent. Hein. Quelques fans en ligne le disent. Et même les anciens lutteurs comme Chavo Guerrero le disent également. Donc, vous voyez, je suis pas le premier. Hein. Je suis d'accord qu'il y a un hommage, mais à force de faire tout le temps les hommages en, en piquant le style d'Eddie, que ce soit son style de combat, son style d'entrée, à ce stade-là, ce n'est plus un hommage, mais plutôt quelqu'un qui profite beaucoup trop. Et malheureusement, le père et le fils en est l'exemple parfait. Pourtant, j'adorais Mysterio, mais j'aime pas comment, à chaque fois, ça fait mention à Eddie Guerrero à toutes les sauces. Donc voilà. Alors, comme j'ai dit, ben, Dom, il arrive à sortir de la cage. Il voulait sortir malgré que c'est trop haut. Pourtant, Rhea le défie d'essayer de descendre s'il ose. Mais au moment où il essaie de descendre, eh bien, il tombe dans le vide. Il tombe dans le vide, mais il était accroché par la jambe. Enfin, il était attaché par comment dire, une chaîne avec un collier autour de la jambe. Et auquel, ben, il pend quasiment au-dessus de la cage. Pourtant, c'était même pas au ring, hein, c'était extérieur du ring. C'était au niveau de la rampe et auquel ben, il pend au-dessus de la cage. Et du coup, ben, Rhea ben, sourit, ça veut dire que elle va prendre un kendo stick et de punir Dom Dom, comme si c'était un piñata qui cachait des bonbons à l'intérieur. Donc elle le frappe avec, mais elle se fait attaquer par derrière. Par qui? Par une revenante auquel ben, on n'avait plus vu. Je crois que ça fait des mois et des mois, voire presque un an. Il s'agit de Raquel Rodriguez, auquel au début elle était face, mais maintenant elle est revenue pour faire son retour. Elle est devenue heel. Donc elle attaque sauvagement Rhea Ripley en faisant sa Terrana bombe, donc un power bomb avec un bras, auquel elle atomise Rhea Ripley. Donc ça veut dire que Rhea Ripley remporte le match par disqualification, mais qu'elle ne remporte pas le titre. Dommage. Et du coup, on peut se dire qu'elle s'est alliée à Liv Morgan et à Dom Dom. Et peut-être qu'elle est dans le Judgment Day, qui sait? Je suis prêt à parier qu'elle est dans le Judgment Day. Donc, le match continue. Enfin, la rivalité continue. Oh là là.
Moi, ça me déplaît quasiment. Et puis merde, hein, et puis merde. Je préfère passer au main event. Même si c'est un main event par défaut, on passe au main event. Match par équipe entre Cody Rhodes et Roman Reigns contre la Bloodline 2.0, Solo Sikoa et Jacob Fatu. Dans ce genre de match-là, peut-être que ça aurait dû être en 1 contre 1 entre Solo Sikoa et Roman Reigns pour voir qui est réellement le chef de tribu entre les deux. Mais vu comment ils ont ajouté Jacob Fatu et Cody Rhodes dans l'équation, alors que au début, tout ce que je sais, il y avait le retour de Roman Reigns. Il disait qu'il n'allait pas s'inclure dans cette rivalité entre Roman Reigns et Solo Sikoa et Jacob Fatu. De toute façon, toute la bloodline entière. Finalement, Cody Rhodes décide de faire l'inverse et de rejoindre Roman Reigns pour affronter cette bande de hyènes. Donc, dans un sens, ça n'a aucun sens, sans faire de jeu de mots, mais c'est vrai. Et que tout simplement, il aide tout de même Roman Reigns soit à récupérer son trône d'antan et qui montre que c'est un champion exemplaire, qui peut s'allier avec tout le monde. Mais est-ce qu'il peut réellement faire confiance à Roman Reigns? Est-ce que Roman Reigns aussi peut faire confiance à Cody Rhodes? Ça, c'était une très très bonne question, mais auquel ils vont quand même se faire confiance. Et c'est vrai que de voir deux anciens ennemis devenir des alliés, c'est, on peut dire, quelque chose d'assez inédit. Mais selon moi, ça méritait pas être dans le main event. Ça aurait pu être dans le sous-main event avec le LNSL, le LNSL, le main event, le match par équipe en dessous du main event. Ça aurait pu l'être. Mais vous allez comprendre pourquoi en fait. Donc dans le match, il n'y a rien d'autre à dire. Échange rapide, échange en créant du suspense, des nearful du public. Et que je peux faire une remarque. Certes, Solo Sikoa se prétend être le chef de tribu, mais pour moi, il n'a pas, on va dire, les gros talents nécessaires que Jacob Fatu a déjà. Parce que Jacob Fatu, certes, c'est un loup-garou samourant, mais on voit quelque part un, un Umaga bien agile, bien destructeur que le prédécesseur. Je vois un côté Umaga en Jacob Fatu. Et que même si Jacob Fatu glorifie Solo Sikoa en tant que son chef de tribu et qui dit qu'il aime beaucoup et qu'il il est prêt à tout pour son chef, ça prouve quelque part que Solo est un faiblard. Quelque part, hein, parce que je me pose cette question. Hein. Mais aussi, en plein match, il ne peut pas s'empêcher d'avoir Tamatonga et Tongaloa à ses côtés. Donc un peu à la star de Finn Balor et un peu à la star de Dominic Mysterio, ils peuvent pas s'empêcher d'avoir une équipe derrière eux. Un peu comme Roman Reigns était à une certaine époque quand il était heel. Ça on le sait, c'est un fait. Mais en gros, il y avait la Bloodline qui était intervenue. Et un mec capuché, je crois que vous avez peut-être pas remarqué, mais dans l'opener, quand Drew McIntyre a été chercher une table, on avait vu un écran de télévision caché en dessous du ring. Du coup, c'est à cause de la réalisation qui fait encore plus de gaffe, parce que ça spoil ce qui va se passer dans le main event. Et ça, c'est un truc que la WWE devrait arrêter, parce que pour tenir le suspense en place, ne filmez pas dans un endroit auquel ça ne devrait pas filmer, parce que quand Drew a été chercher une table, on voyait un écran en dessous du ring. Je suis presque sûr que même vous n'avez même pas remarqué, pourtant heureusement que j'ai eu l'œil, et auquel je vais vous faire remarquer. Parce qu'un mec capuché sort du ring et commence à mettre des super kicks à Tongaloa et à Tamatonga, et ce mec capuché et ouais, cagoulé, on peut dire ça comme ça, cagoulé, se dévoile et il s'agit de Jimmy Uso qui était en train là pour dire à Solo Sikoa Surprise motherfucker. Donc bien sûr, il y a eu pas mal d'échanges hein,
que ce soit entre Cody Rhodes et Jacob Fatu, qui fait un splash sur Jacob Fatu, passage sur la table des commentateurs, mais au moment où il y avait Jimmy Uso, eh bien Roman Reigns découpe en deux Solo Sikoa avec un spear, et qui en viennent à bout, pour montrer à quel point c'est lui le réel chef de tribu, et que Solo Sikoa ne lui arrive pas à son niveau. Donc voilà ce que je peux en dire, hein. Donc victoire de Roman Reigns et de Cody Rhodes, et que ça s'achève ici avec d'abord un échange de câlins entre Jimmy et Roman, et ensuite un échange de regards entre Cody et Roman, et Jimmy par l'occasion. Mais Cody se fait attaquer par Tamatonga, Tongaloa, Jacob Fatu et Solo Sikoa, et auquel les deux cousins, donc Jimmy et Roman, décident d'aller aider Roman Reigns, cette fois-ci pour la bonne cause, et ça c'est assez surprenant, de voir ça, car ils se débarrassent du ring pour aider celui qui a été leur ennemi, mais auquel maintenant Roman Reigns reconnaît la grandeur et reconnaît la générosité de Cody Rhodes. Donc qui est assez surprenant. Il lui rend le titre au passage. À la fin, on a la musique du Final Boss, The Rock, qui fait son retour et auquel il fixe le public. Est-ce qu'il est face? Est-ce qu'il est heel? Mais il arrive avec le titre de People's Champ. Il regarde soit Roman, soit Cody Rhodes. Et ensuite, il fait le signe de 1, 2 et 3. Et ça s'arrête ici. Donc, curieux de savoir où ça va aller, hein. Qui The Rock va affronter? Ou alors plutôt, qui est-ce que Cody Rhodes va affronter, vu comment il a des adversaires de choix, soit Roman Reigns, soit The Rock? Est-ce que ce sera pour Crown Jewel? Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse à ça, mais c'est fort possible, hein. Mon petit doigt me dit que c'est fort possible. Et voilà comment s'arrête le show. Mais à la fin du show, il y avait une vidéo qui a fuité sur X, donc Twitter, auquel on a vu Cody Rhodes et Kevin Owens discuter. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils se sont dit. Autour du cas de Kevin Owens, je peux le dire, c'est le mec le plus aigri auquel on remarque depuis toutes ces années, hein. Je vous jure, Kevin Owens, il n'y a pas une seule fois, je le vois extrêmement content, hein. C'est le mec le plus aigri, le plus en colère au possible, hein. Parce que le mec n'est jamais, jamais, jamais content. C'est quoi son putain de problème? Il est face, mais il peut pas s'empêcher de faire le mec qui boude dans son coin. Donc un peu un comportement de gamin. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Bon, après, c'est pas la première fois. Lui, pendant des années, qui a pourtant affronté la Bloodline, et pourtant, à chaque fois, il se fait mettre toujours KO, sans mauvais jeu de mots. Sans mauvais jeu de mots, il se fait tout le temps casser la gueule par la Bloodline. Il réessaye, mais il se fait toujours casser la gueule. Il trahit, Sami Zayn. Ensuite, c'est Sami Zayn qui le trahit, donc il fait tout un scandale. Alors que, bien sûr, il veut se rallier pour faire équipe, mais monsieur, totalement envieux et aigri, refuse, mais il accepte à contre-cœur. Ensuite, il part à SmackDown. Je sais pas ce qu'il a foutu, tellement que j'ai oublié de ce qui s'était passé. Ah oui, il avait une rivalité avec Logan Paul auquel il n'a pas réussi et auquel le mec est tout le temps envieux. Il fait équipe avec Randy Orton, mais là, cette fois-ci, il n'y a pas de envieurie, si je peux me permettre, même si ça se dit pas. Mais avec Cody Rhodes, on pouvait peut-être sentir qu'il allait avoir une trahison. Ça aurait dû être à Bash in Berlin, enfin à Bash in Berlin, mais finalement, il y a eu mutuel respect entre les deux. Et quelques semaines passent, et à chaque fois, j'ai l'impression que la tentation de Kevin allait prendre le dessus. Mais là, ça a éclaté à la fin du show. Vu comment il a décidé de casser la gueule à Cody Rhodes, de le tabasser devant son bus, devant des fans qui avaient filmé la scène. Donc, même si ça n'a pas été filmé directement à la télévision, Kevin Owens a fait un heel turn.
de manière très surprenante dans un lieu public à la place des caméras. J'imagine que la WWE va se servir des images là pour montrer que le heel turn était prémédité. Je pense clairement que ça va aller dans cette direction. Est-ce que j'ai quelque chose à dire si ce n'est que ça se ressentait. Bon après je comprends pourquoi je ne suis pas non plus trop fan de Kevin Owens. Je veux dire, je suis fan de Kevin Owens par rapport à son in-ring, par rapport de comment il raconte une histoire, par rapport de comment il divertit la foule. Mais parfois quand c'est un mec jaloux qui est très envieux, qui est très aigri, pour moi c'est pas un bon babyface. Pour moi le seul élément auquel il est bon, ben, c'est en tant que heel. Voilà comment il peut faire des miracles. Et auquel j'ai rien d'autre à dire si ce n'est que Kevin a fait un heel turn, mais heureusement c'est victoire de Cody et de Roman. Le show ça s'arrête ici. Voilà, au revoir et merci. Donc voilà, j'ai tout dit dans ce show Bad Blood. Et pour revenir, est-ce que c'était sanglant? Tout le reste du show, à part l'opener, non. L'opener était très sanglante, mais tout le reste du show, il n'y a pas eu une goutte de sang qui a versé pendant ce show. Et auquel, comme j'ai dit, ce match aurait dû être un main event, le Hell in a Cell, ça aurait dû être le main event, point barre. Donc, grave erreur de la WWE pour ce sujet, pour ce placement de la carte assez... Je sais que ça fera polémique, hein. C'est assez stratégique, mais polémique qui n'a pas de sens, mais ça a fait réagir les fans sur différents réseaux sociaux. Et c'est le cas malheureusement. Après, bon show, oui, vu comment il s'est passé des bons trucs, mais selon moi, ça aurait dû être le main event, qui aurait pu être l'apothéose de la violence. Et je pense que j'ai déjà tout dit là-dessus. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo de review. C'était DVD Pro Catch / Mister Review. J'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo de review, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, comme d'habitude, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde. Allez, à plus. Oui, je sais. Mais à plus quand même.